C'est bon. Merci Thierry. Je voulais juste commencer en remerciant toute l'équipe qui organise ces rencontres, de nous avoir invités, voilà, parce qu'on est peut-être un peu Plus près. décalé, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. En tout cas, merci à Jean Richer qui a eu confiance aussi dans le projet. Je crois que c'est lui qui avait repéré dans un premier temps le travail que nous faisions. Merci à Sophie Virillo, que j'ai rencontrée à l'occasion. Alors que, évidemment, Paul Virillo m'a accompagné dans toutes mes recherches, et en particulier à partir de Bunker Archéologie, qui m'a beaucoup inspiré. Et puis, merci à Virginie Ségone qui organise tout ça avec Maestria, et merci Thierry Paco, voilà, de nous recevoir. Alors, on va faire quelque chose peut-être d'un petit peu informel, et pour vous exposer en quoi consiste en fait ce projet de recherche et ce projet artistique qui s'appelle Suspended Species. Et voilà, c'est vraiment une intervention à deux voix. On va se passer la parole. Simplement, avant tout, nous sommes deux représentants d'un collectif qui est plus large, mais c'est vrai que nous intervenons au moins à deux à chaque fois parce que nous sommes un collectif, justement. Voilà, il y a un troisième qui est très très actif aussi dans le collectif, qui s'appelle Daniel Lay, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais bon, voilà, on se délègue la parole. Donc ça, c'est important. Donc c'est un collectif et qui peut-être, je ne sais pas, je commence vraiment par l'origine du projet parce que ça permet quand même de comprendre un certain nombre de choses. Nous sommes universitaires et artistes et en 2007, nous sommes invités à Chypre, en fait, pour faire une exposition. Et nous sommes invités par la partie grecque, chypriote grecque de l'île. Et voilà, donc nous partons pour faire participer à cette exposition. Et très rapidement, on nous dit, si vous allez à Chypre, il faut absolument que vous alliez du côté de l'île qui est occupée, qui s'appelle maintenant la République de Chypre du Nord. Et là, il y a une ville en particulier qui s'appelle Famagusta, et même à l'intérieur de cette ville, un quartier encore plus particulier qui s'appelle Varocha, qui est un quartier moderne et qui, lors de l'offensive turque, en fait, enfin l'offensive, là aussi c'est une question de vocabulaire et ça se discute. En tout cas, en 74, l'armée turque débarque à Chypre pour régler un problème entre chypriotes grecs et turcs, qui est un problème voilà, assez récurrent et qui est lié d'ailleurs aux occupations diverses et variées. Donc, nous allons dans cette ville, en effet, Famagusta, et nous nous trouvons devant une chose qu'on a du mal à nommer au départ, qui est une ville abandonnée, donc une sorte de ville fantôme, une ville moderne avec beaucoup d'immeubles, voilà, avec une architecture très affirmée, un bord de plage, enfin c'est une grande baie, et puis un territoire totalement abandonné, avec une partie de la ville plus ancienne derrière. On ne peut pas rentrer dans la ville, elle est encerclée, gardée par l'armée turque, et puis par l'ONU aussi, qui intervient dans cet endroit depuis longtemps. Bref, je vais vite. Nous voyons cette ville et nous sommes sidérés par ce que nous voyons, parce que d'abord on ne connaissait pas très bien Chypre, Chypre qui venait de rentrer en Europe, donc faisait partie quand même de notre territoire commun, et on se dit, oh là là, enfin on est très impressionné sensoriellement par ce que nous voyons, et on se dit, ah, nous on va pas pouvoir, c'est un espace qui nous dépasse, il faut essayer d'en savoir plus. Et pour cela, naît assez vite quand même l'idée de partager ce regard, de partager cette sidération avec d'autres artistes et puis ensuite avec des chercheurs. Voilà, et avec des gens plus savants sur ces questions de géopolitique qui nous dépassent. Voilà. Et donc le projet Suspended Species est né en mars 2007, donc ça fait 14 ans maintenant, de cette sidération. Voilà, c'est important parce que c'est une sidération qui est liée à la sensibilité. Ah, nous avons été pris physiquement par ce que nous voyons et ensuite assez rapidement pris par les contingences politiques en fait de ce lieu qui était un lieu européen, qui est toujours un lieu européen, occupé. Occupée, c'est-à-dire que Chypre est devenue européenne alors même qu'elle était, une partie de cette île était occupée. Donc ça pose quand même de sacrés problèmes. Voilà, donc
débarrage de ce projet qui ensuite, alors peut-être je te passe la parole Eric pour continuer, c'était juste pour marquer le point zéro en fait de cette Oui, et ce qui est important aventure. de raconter ça, ça nous permet de dire aussi que on est parti d'un lieu très précis pour essayer de comprendre comment ce lieu nous parlait pas forcément de cette situation seulement, mais de situations qu'on avait pu croiser ou qu'on pouvait croiser dans nos expériences diverses, sachant que nous venions de différents endroits, puisque très vite ce collectif s'est associé à des personnes qui venaient de pays et de cultures différentes et aussi de champs scientifiques ou artistiques différents. Avec cette peut-être hypothèse qu'on a posée, qu'il y avait dans ce lieu-là, donc Varosha, Famagoust, à Chypre, qu'il y avait une caractéristique qu'on a décrite par le nom qu'on s'est donné, Suspended Spaces, un espace en suspens, une caractéristique qui était un objet d'étude, d'observation, de sensations artistiques, d'expériences intéressant à imaginer ailleurs. Donc très vite, quand on a organisé cette résidence, quand on a rassemblé des gens, on leur a dit mais il ne s'agit pas de traiter la question de Chypre, il s'agit de voir ce que cette expérience de cet espace précis peut produire comme recherche dans vos recherches à vous, individuelles, en tant qu'artistes et chercheurs. Et c'est pour ça, en fait, que cette extension, on va dire, de la question nous a amené aussi à nous déplacer d'abord vers le Liban. Alors une des raisons, c'est qu'un des artistes importants de cette première étape à Chypre était Ziad Antar, qui est un artiste libanais, qui nous a dit mais comment se définit ce projet-là maintenant avec cette notion de suspended species. J'ai l'impression que le Liban tout entier pourrait vous intéresser parce que voilà, c'est un suspended species quasiment permanent. Et donc on a présenté notre projet au Liban. Il nous a parlé d'un espace qui lui semblait pouvoir nous intéresser, qui était Kfarfalous. Je sais que des gens ici connaissent. Et au final, notre regard s'est tourné plutôt vers le nord du pays, orienté par quelqu'un que vous connaissez aussi peut-être, qui s'appelle Jad Tabet, qui est un architecte libanais qu'on a croisé à Bruxelles autour d'un colloque sur Beyrouth et qui nous a dit vous devriez aller voir Tripoli. Il y a une foire internationale qui a été pensée, conçue par Oscar Niemeyer, qui n'a jamais pu être terminée, mais qui est un espace assez étonnant parce qu'il est vraiment en suspens. On a fait un projet autour de ça. Et de Niemeyer, nous avons été invités, ou par Niemeyer, grâce à Niemeyer, à faire un projet à Rio, à Niterói principalement, sur autour de cette drôle de construction, donc le MAC Niterói, le musée d'art contemporain, et le Maquinho, le petit MAC, qui sont deux bâtiments très différents au niveau architecture et très différents dans les usages. L'un étant un musée, un drôle de musée, puisque c'est un musée monumental, au sens où on vient plus voir le musée que voir ce qu'il y a dedans, et qui est en plus tourné vers l'extérieur, vers la baie de Rio, qui est magnifique et qui donne tout presque à voir plutôt que de tourner le regard vers l'intérieur. Et au-dessus de la colline de Niterói, il y a comme dans toutes les collines de Rio une favela. Et dès le départ, Niemeyer avait pensé la construction d'un bâtiment, centre culturel, on peut dire, associé au MAC, mais qui est aussi la porte d'entrée de la favela et qui est l'accès à la mer finalement de la favela. Donc on a fait un projet là-bas et là aussi, je dirais que la notion de suspended species, c'est pas forcément appliqué à cette situation-là, mais nous a amené, on a été invité à aller voir plutôt en Amazonie, où on s'est dit que c'est peut-être là que la rencontre entre le projet moderne que nous avions un petit peu, qui était un peu le fil finalement de notre recherche entre Chypre et cette espèce de ville balnéaire figée, et puis le site moderniste de Niemeyer qui ne servait plus à rien et qui était entouré par la ville. On s'est dit que ce lien-là sur la modernité architecturale et technique pouvait nous amener peut-être à observer la rencontre entre la technique, les projets industriels et l'Amazonie. Et je ne sais plus comment, mais voilà, on a entendu parler, parce que c'est une aventure connue quand même, de Fordlandia, qui est un village, aujourd'hui un village, mais qui est une company town imaginée par Henry Ford dans les années 20-30. Les premiers projets démarrent vraiment en 1928, qui est donc un projet industriel tout à fait
tout à fait rationnelle et qui part d'un principe aussi tout à fait historique aussi, qui est que l'Amazonie a été le lieu, enfin s'est enrichi grâce à la production d'EVA, de caoutchouc, grâce à une plante endémique de l'Amazonie. Mais cette Amazonie a été ruinée par le commerce international, par le fait que les Anglais, premièrement, puis les Français ensuite, puis d'autres, ont récupéré des graines achetées ou volées. Il y a une mythologie autour de ça. Les ont implantées dans les colonies qu'ils possédaient. Donc ça a commencé par les Anglais autour de la Malaisie et de l'Indonésie. Et on constatait qu'on pouvait là-bas faire des plantations intensives d'EVA et recueillir du caoutchouc de manière beaucoup plus rapide qu'en Amazonie, ce qui fait que les cours du caoutchouc se sont écroulés et que l'économie de l'Amazonie s'est écroulée. Et l'autre conséquence historique, c'est que les États-Unis, qui devenaient donc la puissance économique qu'on connaît, avec Ford comme emblème et son automobile, avait besoin d'EVA pour ses caoutchoucs, pour ses pneus, pardon, de caoutchouc pour ses pneus, et il n'avait pas de colonie, donc devait acheter son caoutchouc aux Anglais. Et cette situation a fait que il y a eu un rapport qui s'est fait entre les États-Unis et le Brésil, pays ami, pays aussi américanophile à cette époque-là, pour relancer l'économie du Brésil en évitant aux États-Unis d'acheter aux Anglais. Et donc, il y a eu une négociation assez rapide qui a été faite où Ford a acheté à prix très symbolique un immense territoire en Amazonie et a décidé d'essayer la culture intensive des EVA autour d'un village qui s'appelait Boa Vista, qu'il a racheté donc et qui est devenu Fordlandia, la ville Ford, qui est devenu un projet au-delà de projet industriel, un projet de civilisation, avec une espèce de ville moderne qui se construisait autour de l'entreprise, comme ça existait, mais aussi avec vraiment cette idée que c'était un endroit du monde à la fois pauvre et sauvage, et qu'il fallait lui apporter ce que les États-Unis avaient construit de mieux, c'est-à-dire les écoles, l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé, donc avec aussi un hôpital, un système de récupération de l'eau, etc., des écoles, avec une version très paternaliste, évidemment. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce projet a complètement échoué à tout point de vue, mais principalement au départ, pour des raisons botaniques, c'est-à-dire que, je vous passe les détails des différentes aventures, mais l'EVA ne se cultivait pas, je pense que maintenant ce serait peut-être possible, vu ce qu'on fait avec du soja, mais ne se cultivait pas de manière intensive dans la forêt amazonienne, parce que la terre n'est pas assez riche en surface, parce qu'il y a trop de diversité organique qui fait que des champignons qui n'existent pas en Indonésie, en Malaisie ou au Vietnam existent là-bas et détruisent les plantations, parce que l'EVA met 4 ans avant de produire du latex, donc ce laps de temps est trop long. Bref, une catastrophe écologique où il a mis beaucoup d'argent, qui n'a donc rapporté absolument aucun dollar, mais dont il existe encore aujourd'hui non seulement des traces, donc des usines, des hangars, mais aussi un village qui a le nom de Fordlandia et qui est un village habité et qui porte cette histoire-là. Et je passe. Oui, c'est juste un peu pour compléter, parce que peut-être qu'on pourra reparler de Fordlandia tout à l'heure. Pour compléter, au niveau de la méthodologie, en fait, comment est-ce que nous travaillons, comment ce collectif travaille-t-il par rapport à ces lieux dont on s'est rendu compte assez vite qu'ils correspondaient à des échecs de la modernité, des projets plus ou moins utopiques qui avaient été mis en place à certaines périodes de l'économie d'un pays ou des besoins d'un pays. Pour la foire de Tripoli, c'était aussi assez clair. C'était à une époque aussi où le Liban avait des ambitions, comment dire, pas d'hégémonie sur la région, mais quand même pour marquer un peu son influence sur la région. Et en tout cas, voilà. Et donc, nous regardons les restes de ces utopies ou de ces projets modernes qui ont échoué, parce que, suite à ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur Famagusta, nous pensons que ces lieux-là, qui sont plus ou moins abandonnés, plus ou moins, ont un potentiel alors fictionnel énorme, hein, c'est-à-dire on peut projeter dans ces lieux qui sont
entre deux moments de l'histoire, entre deux résolutions aussi. Pour Chypre, c'était des résolutions internationales, juridiques. Ce sont des lieux qui sont en suspens et sur lequel nous pouvons peut-être, nous, les artistes, hein, c'est un projet très modeste aussi, hein, nous ne réglons pas évidemment les problèmes géopolitiques, même si nous rencontrons des situations justement où l'art a été sommé de régler les problèmes, particulièrement à Chypre d'ailleurs, où il y avait eu une grosse manifestation qui s'appelle Manifesta d'ailleurs, et qui s'était soldée aussi par un échec, parce que l'ambition des commissaires était de régler le problème chypriote, hein, comme si c'était si simple que ça. Voilà, donc, en tout cas, nous, très modestement, en fait, on partage avec les artistes et les chercheurs, hein, nous sommes chercheurs aussi universitaires, il faut le dire, nous sommes soutenus aussi par des labos universitaires, mais pas que, et nous cherchons, voilà, à nous interroger sur ce que nous voyons et sur la part sensible, j'y reviens, que ces lieux dégagent. Voilà. Et donc, et pour ce faire, nous avons mis en place cette façon de procéder qui consiste à se déplacer en nombre, hein, qui peut varier, accompagné d'artistes que nous sollicitons ou qui spontanément aussi viennent nous voir. Enfin bon, et puis aussi des artistes qui sont liés évidemment aux lieux dans lesquels nous travaillons. Voilà. Et ensuite, donc nous faisons des résidences, nous nous déplaçons, nous faisons des résidences avec aucune obligation de résultat. C'est un projet justement qui a un rapport au temps aussi, au temps long. Hein, il n'y a aucune obligation de rien. Nous travaillons sur une économie assez rigoureuse, mais qui nous permet quand même de réaliser nos projets. Et nous produisons aussi, pour en finir avec ces questions méthodologiques, nous produisons néanmoins des expositions, des livres, dont on va vous montrer le dernier, là justement attaché à Fordlandia, et puis des événements, des projections, voilà, parce qu'en effet, puisqu'il n'y a aucune obligation de la part des artistes, les artistes produisent énormément, en fait. Donc il y a des films, il y a des installations, il y a énormément de choses qui sont produites, hein, mais là aussi de façon très modeste, hein, par rapport à ces lieux-là, mais qui permettent de les documenter et qui permettent de... Alors, si ce n'est de comprendre, en fait, de poser des questions et de voir en quoi ces lieux-là nous interrogent sur la situation actuelle, en fait, hein, nous permettent de comprendre un peu mieux le monde dans lequel nous sommes. Ce sont des lieux aussi qui sont liés à la période coloniale, hein, qui sont liés à des conflits géopolitiques violents. Il y a souvent eu beaucoup de violences et il y a des problèmes écologiques. Hein, là, au Brésil, c'était évident. Donc voilà, c'est un projet qui nous permet, par le biais de l'art, de poser la question de dans quel monde vivons-nous. Voilà. Et juste pour raccrocher à l'histoire de l'accident, on pourrait dire aussi que peut-être que ces lieux-là sont liés à des accidents évidemment écologiques, mais industriels, des accidents politiques aussi, géopolitiques. Hein, au Moyen-Orient, c'est quand même, c'est aussi un terrain de grands conflits et voilà où se jouent des enjeux géopolitiques très très contemporains encore. Voilà, donc nous partons et pour Fordlandia, nous travaillons très longuement d'ailleurs pour préparer ces déplacements et nous travaillons, donc nous allons en repérage dans un premier temps et nous mettons en place les conditions d'une expédition, alors avec tous les guillemets qui s'imposent évidemment, parce que nous ne sommes pas, voilà, nous savons aussi à quel point ces territoires un peu lointains ont été travaillés par la colonisation et en particulier sous la forme des expéditions, mais néanmoins nous trouvons les conditions pour emmener voilà, une vingtaine d'artistes et de chercheurs. Avant d'entrer dans le détail de ce dernier projet, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'accident, parce qu'il me semble que, en fait, on a quand même pas mal réagi collectivement aussi en définissant ce qu'on ne voulait pas faire. Et il y a une chose qui nous a réunis pas mal au début, c'était cet agacement qu'on avait, qui pouvait au départ être accompagné certains de nos projets, cet agacement sur la mélancolie des ruines.
Agacement parce que c'est une esthétique qu'on retrouve aussi dans l'art contemporain, qu'on retrouve par rapport aux ruines modernes justement, et qu'on était un petit peu, voilà, on avait quelques artistes qui nous énervaient, on avait quelques postures qui nous énervaient, et il me semble qu'après coup on se rend compte de plus en plus pourquoi. Et une des raisons, c'est parce que justement ces espaces-là qu'on pouvait expérimenter n'étaient pas du tout des ruines au sens où elles n'étaient pas figées. Elles étaient justement suspendues. Et Françoise, elle vient de parler de quelque chose qui me semble important, c'était ce rapport aussi à cet avenir, à cette modification qui est probable ou attendue. Je prends les 3 exemples de nos espaces en suspens. Le Chypre, quand on y était allé, tout le monde nous disait dans quelques années, ça va être l'élément sur lequel la réunification de l'île va se construire. C'était sûr. D'abord parce que Chypre rentrait dans l'Europe politique. En plus parce que 2-3 ans après, il y a eu un président de Chypre qui était plutôt communiste de tradition. Et donc, il y avait une vraie connexion possible avec celui de Chypre au Nord qui lui-même venait un peu de cette tendance-là. Bref, chaque fois, on nous disait, mais c'est intéressant votre projet parce que vous êtes en train d'enregistrer des informations pour un truc qui va changer. Les architectes disaient, de toute façon, quand on voit cette ville, elle est plus habitable, donc on est en train de faire des projets sur un grand musée urbain. Tout ça qui fait que c'est évident que cette ville ne peut pas rester comme ça. Mais elle l'est encore aujourd'hui. En fait, ça n'a pas changé. Et pour Tripoli, c'est pareil. Cette foire, elle est entourée elle est entourée par la ville, qui l'a phagocytée presque. Elle est entretenue. Les bâtiments sont pas terminés. Il y a quelques événements qui s'y passent. Mais tout le monde nous dit de toute façon, c'est sûr que ça va changer. On va y trouver un autre usage. Mais ce temps est en train de durer. Mais c'est sûr qu'un jour, ça va changer. Et pour Fordlandia, c'est un peu ça aussi. C'est un village dont on a appris juste avant de s'y rendre, après s'y être rendu une première fois, que Werner Herzog avait racheté les droits du seul livre d'histoire qui a été écrit par Greg Grandin, un Américain, pour raconter un peu cette saga, et qu'il avait non seulement acheté les droits de ce livre, mais qu'il avait négocié avec un célèbre scénariste le projet d'en faire une série télévisée, mi-fiction, mi-documentaire, dont le tournage est annoncé depuis quelques années, 2-3 ans. Ça n'a pas commencé non plus. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un jour, ce village va être un lieu touristique ou un lieu qui va faire l'objet d'un intérêt particulier, et il va pas être ce village méconnu, ce village un peu abandonné qu'il est aujourd'hui. Donc et ils en ont conscience aussi, ça, les gens du village, d'être dans la préservation d'une histoire et dans un truc qui fait que comment se développe l'Amazonie, ça peut pas rester. Et ça veut dire qu'on est forcément obligé toujours de penser à la fois à ce que ces espaces signifient par rapport à ce qui s'est passé, aux accidents, et à ce qu'ils sont aujourd'hui dans leur contingence et dans leur actualité. Donc voilà, pour illustrer les images et pour amener aussi quelques éléments historiques, pour arriver, en fait, Ford charge des gros bateaux depuis les États-Unis pour amener tout le matériel nécessaire d'abord au déboisement, puis à l'exploitation du bois, puis à la construction de la ville, et enfin à l'exploitation de l'EVA. Donc c'est quand même plusieurs étapes bien planifiées, avec cette idée que l'énergie tirée du bois va permettre de construire des choses, que l'extraction du bois va permettre de financer aussi des choses. Bref, il arrive suréquipé, avec un bateau, et il choisit la bonne saison, la saison sèche, c'est-à-dire là où on peut travailler, sauf que le problème, c'est que du coup, le fleuve n'est pas assez profond, et donc le bateau s'échoue, et il reste plusieurs mois, je crois 3 mois, avant de pouvoir pénétrer le Tapajós, donc descendre. Et quand il arrive, les eaux sont remontées, mais là par contre, il y a tellement de boue que la plupart des machines s'embourbent, et donc c'est une catastrophe encore. Et puis, il commence donc, dans le programme, il faut déboiser, et que déboiser par temps très humide, c'est compliqué, le feu prend pas, par exemple. Donc, il balance du kérosène, mais des tonnes de kérosène, et il fait un incendie. Donc, on a vu quelques images là, qui
d'après les récits, hein, un peu mythifiés maintenant, mais qui sont aussi des récits chroniqués par la Ford Company, un incendie qui a duré plusieurs jours, qui a noirci le ciel pendant plusieurs jours. Il a duré vraiment plusieurs jours, mais qui a créé une nuit artificielle pendant plusieurs jours, et dont on a vu des cendres retomber plusieurs kilomètres à la ronde. Et donc une violence très forte, hein, qui rappelle beaucoup de choses aujourd'hui sur les incendies, sur la manière de traiter la forêt, et qui produit donc un déboisement et une plantation, dont on voit aussi là quelques images, qui ressemble fortement à ce qui se passe, encore une fois, aujourd'hui, un siècle après, un peu plus d'un siècle après, à quelques kilomètres plus au sud, avec le morcellement des parcelles de soja qui sont en train d'occuper tout entre le Mato Grosso et le sud de l'Amazonie, toute le bas du Tapajós. Donc, quand on arrive, nous, jusqu'à Fordlandia, on voit quasiment une forêt sans traces, qui semble être complètement préservée. Et quand on regarde des images du ciel, enfin des images satellites, on se rend compte que c'est une espèce de leurre, parce qu'il suffit d'aller un petit peu plus bas pour voir que tout autour, la forêt est en train de disparaître. Et quelques autres images d'archives, là, en général, elles viennent de la Fondation Ford, ces images, et où l'on voit à quel point la ville a été créée de toutes pièces, hein, à partir de cet incendie. Voilà, et donc les architectes là ont construit une ville très orthonormée, voilà, avec des pavillons les uns derrière les autres, de qualités différentes selon évidemment qui elles hébergeaient. Un hôpital a été construit, qu'on voit en bas à gauche là par Cannes. Et puis un cimetière a été construit aussi à l'écart de la ville, parce que à l'époque on pensait que la ville allait s'agrandir, donc voilà, on imaginait un espace d'occupation progressif. Et puis voilà, donc et s'organise une vie. Bon, ça c'est très rapide. Nous ne sommes pas spécialistes de ça, mais on a travaillé sur les archives. C'est surtout l'idée, c'est aussi que nous avons recherché dans tous les lieux où nous sommes allés. Nous avons cherché des archives pour voir un peu à enfin quelles étaient la situation d'origine en fait des situations. D'ailleurs, ce projet aussi produit des archives. Hein. À chaque fois que nous passons quelque part, en fait, nous documentons les lieux, et d'une certaine manière, nous produisons aussi des archives de ces lieux-là. Voilà, donc restent des bâtiments, restent ces bâtiments, sans les cheminées par exemple à gauche, reste le tanker, là, le ballon d'eau, le château d'eau en fait, qui permettait d'alimenter le village en eau potable. Ça reste toujours. À l'époque, il y avait écrit Ford. Quand on arrive, il faut imaginer, quand on arrive de l'Amazone et qu'on redescend ce fleuve, il y a de la forêt à droite à gauche à l'infini, et tout d'un coup on voit un château d'eau avec écrit Ford. Voilà, donc voilà, il reste donc des bâtiments de cette époque. Et ce qui nous a intéressé aussi en allant là-bas, c'est comment survivaient, dans un Brésil quand même très malmené en ce moment, hein, dans lequel il y a de la violence à peu près partout, comment survivait cette utopie en fait, cet âge d'or où peut-être Fordlandia aurait pu devenir une ville qui allait sauver un peu la population en effet, de la pauvreté, de la misère, etc. Donc il reste des descendants de ces ouvriers. Nous les avons rencontrés, voilà, dans ces usines qui sont en fait entretenues quand même, et dans lesquelles il reste des machines magnifiques d'ailleurs, hein, et des machines qui sont entretenues par les habitants encore. Elles sont graissées, voilà, elles servent plus ou moins, mais pas de manière industrielle évidemment, comme il était prévu au départ. Donc il y a une survivance dans la vie même de Fordlandia actuelle, de cette histoire. Donc il reste des bâtiments, et il reste aussi dans les esprits cette idée alors pour le coup très mélancolique. Hein. On a rencontré quelques habitants qui étaient un peu désespérés de cette situation, c'est-à-dire qu'ils avaient raté le coche, quoi. Hein, c'est ce qu'ils nous disaient. Ils ont raté le coche de la modernité, et eux ils sont restés, voilà, dans leur. Mais par ailleurs, nous avons aussi travaillé. Nous partions là-bas avec un collectif de Belém très très engagé justement aussi dans la formation des jeunes et des enfants. Et donc il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été faits sur place avec des enfants, des adolescents. Il y a des films qui ont été tournés. Il y a eu énormément. Nous sommes restés assez peu de temps, mais on a vraiment beaucoup agi sur place avec évidemment les habitants.
Et là, on a rencontré d'autres responsables qui, eux, étaient absolument désolés que Fordlandia reste, cette idée de Ford, enfin, reste à ce niveau comme ça d'un échec. Il disait il faut absolument dépasser ça parce que, voilà, il faut savoir quand même qu'il y a des bateaux qui débarquent sur la plage, là, avec des gens qui viennent, voilà, qui viennent de partout dans le monde, qui vont voir les deux usines et qui repartent une demi-heure après. C'est-à-dire que c'est quand même il y a une espèce d'attraction un peu mortifère aussi et qui correspondrait à des ruines. C'est pour ça que c'est important qu'on se situe très très clairement par rapport à... Nous ne sommes pas du tout nostalgiques des ruines. On est plutôt dans une perspective de réparation, hein, tout modestement aussi, c'est-à-dire nous pensons que ces lieux-là, justement, ont besoin peut-être aussi d'être questionnés, regardés et considérés tout simplement, et qu'on propose peut-être quelques formes qui permettent peut-être de faire circuler une énergie. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. Donc, en fait, on a travaillé avec tous ces éléments-là. En fait, un peu des ruines de la pensée aussi, hein, des choses qui restent dans une mémoire qui est transmise de génération en génération. Et puis on a rencontré alors des enfants formidables, quoi. Enfin, on a fait des films avec eux, et voilà. Donc, pardon, je suis un peu loin du micro. Peut-être on regarde. Alors, ouais, les vidéos semblent pas marcher là, mais en même temps, je sais pas si on aura le temps d'en montrer. Donc, je vais peut-être décrire quelques pièces pour expliquer un peu ce qui a été fait sur place, sachant que, comme l'a dit Françoise, un, il n'y a pas d'obligation de faire des choses. Deux, il n'y a aucune ligne esthétique. Chacun fait ce qu'il veut, s'il veut faire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en résultat, finalement, que d'abord tout le monde a fait, ça c'est plutôt positif, mais aussi qu'il y a plusieurs travaux qui vont dans le même sens et qui vont autour justement de ce rapport à l'attention sur les lieux. Et donc je prends cet exemple-là, par exemple, c'est Yann Kopp qui a fait un travail dès le voyage de repérage. On a fait un voyage de repérage, on était 7 ou 8, en disant bon, faut qu'on aille voir d'abord sur place, faire les contacts pour voir si c'est possible de faire quelque chose là-bas. Et il est resté pendant 2-3 jours dans une usine. Une des usines sur place, et il a fait une vidéo toute simple qui était de récupérer des objets mécaniques, des pièces mécaniques qui étaient sur place, et de les faire rentrer dans le champ de sa vidéo, puis de les arranger et puis de les faire sortir. Un geste donc qui n'a de trace que la vidéo, mais qui a demandé finalement pas mal d'observations, de temps à rester sur place, et on s'est rendu compte au final qu'il y a eu pas mal de travaux comme ça. Je pense aussi à cette pièce-là, d'un duo, donc Rayo Verde, d'artistes brésiliens de ce collectif Photo Ativa, qui sont restés une semaine entière, eux, à nettoyer des noix du Brésil qui avaient été laissées sécher dans ces hangars et qui avaient vraiment pourri sur place, qui étaient recouvertes de fientes de chauve-souris, de poussière, qui étaient remplies de nids de mygales. Et ils ont passé donc une semaine à nettoyer ces noix et à les réarranger dans un espace qui était visible que par quelques gens sur place, hein, et nous, et à faire en fait une série. Donc le résultat, c'est ce qu'on voit ici, ça veut dire une espèce de mosaïque de vidéosurveillance qui montre leur travail et qui était présenté, voilà, on le voit ici en haut à gauche, vraiment comme un lieu d'observation de vidéosurveillance industrielle, avec juste des captations de ce geste qui a été à la fois très engageant en termes physiques, hein, ils avaient des masques, hein, ça préfigurait, puisque les fientes, comme vous le savez, les fientes de chauves-souris sont dangereuses, et ils sont restés donc à prêter attention à ce lieu qui est un lieu doublement abandonné, puisque c'était un usage finalement secondaire de ce hangar. On s'en servait pour quelques trucs, donc on mettait des noix à sécher, qui lui-même avait été abandonné, et cette idée de réarranger un peu les choses. Formidable. Voilà. Ben, on fait la pause repas peut-être. Non, mais on peut peut-être finir juste. Non, on va terminer 2 minutes et puis on arrêtera juste après. Tant pis pour l'enregistrement. Voilà, donc
Et puis un autre travail On assez continue 5 minutes, voilà. voilà, assez emblématique de Stéphane Tidet, qui en descendant en fait avec nous sur le Tapajos, on avait fait 2 étapes sur la route et entre autres une étape dans une communauté qui avec donc des communautés locales qui sont pas des Indiens, qui sont des gens qui sont des natifs d'Amazonie, mais ce sont pas les autochtones indiens, voilà, c'est ce qu'on appelle les communautés, mais qui sont en train d'essayer de réexploiter un petit peu la culture du caoutchouc et donc qui vendaient, enfin qui nous ont vendu, mais qui produisent ce type de feuilles de caoutchouc colorées. Il en avait acheté une comme ça, voilà, en passant, en disant tiens c'est marrant ce matériau. C'est vraiment, enfin, c'est un lieu complètement isolé, hein, c'est pas une boutique, quoi. Et il a utilisé cette feuille de caoutchouc pour réparer un carreau cassé du hangar à caoutchouc qui est au bord du Tapajos, qui n'a jamais servi à stocker du caoutchouc, mais qui est un grand et bel hangar emblématique du village. Et donc il a réparé avec cette feuille rouge. Vous apercevez, j'espère peut-être sur l'image, une petite feuille. Donc il l'a amené en fait à aller voir les menuisiers, faire un cadre et à faire ce geste qui est à la fois une réparation et qui en même temps est une marque très forte visuelle, une pollution visuelle on peut dire, puisque l'accident là de la brisure est réparé par quelque chose qui est plus visible que lorsqu'il y avait la brisure. Donc quelque chose qui est une intervention artistique, on va dire, là aussi assez douce, qui ne prétend pas être très utile non plus, hein, c'est pas du tout immodeste par rapport à ça, mais qui fait partie de ces formes qu'on a constatées comme étant des actions que les artistes ont réalisées. Et je finirai sur une chose parce que pour nous c'est important. C'est important pour le collectif et aussi parce que c'est notre actualité, c'est que pour la première fois, donc on a fait aussi des travaux de films avec la population, bref tout ça aurait été très intéressant d'en parler, mais on a pour la première fois réalisé une pièce collective, c'est-à-dire, ça bug, c'est-à-dire qu'on a été invité à montrer des résultats du projet, on l'avait déjà fait à différents endroits, et dans une exposition collective, on s'est dit on va pas remontrer des travaux, on va construire une espèce de carte géographique dans l'espace de Fordlandia, qu'on appelle Mapping Fordlandia, c'était à San Sebastián en Espagne, et cette œuvre collective, qui est une vraie œuvre artistique, une installation, a donc redessiné le plan du village, a amené des éléments que chacun pouvait amener, nous envoyer du Brésil pour mettre sur la table, et elle est signée collectivement. Ça veut dire que chaque pièce n'est pas revendiquée par celui qui l'a installée. Ça va venir, je pense que ça rame. Vous allez voir des images de cette. J'en profite pour poser 2-3 questions. Vous êtes restés combien de temps tous les deux? Alors, on a fait un premier voyage de repérage où on est resté 4 jours sur place et on a fait un deuxième, la résidence à 20, où on est resté en tout 15 jours depuis Belém jusqu'à Fordlandia avec 7 ou 8 jours sur place. Voilà. Ce qui est très peu, mais ce qui, à l'échelle du village, était très étonnant parce qu'ils disaient mais pourquoi vous restez si longtemps, qu'est-ce que vous faites là, quoi. Et on s'est rendu compte que ce temps en fait était un temps assez juste, suffisamment pour faire des choses. Il y a quand même une création impressionnante. Hein. Mais qui s'est fait après. Voilà. Après, c'est vrai que la première exposition que nous avons faite, elle a été faite, oui, mais 3 mois après, 2 mois après. On est rentré en septembre 2018 et en novembre, on avait un colloque et une exposition à la Colonie à Paris. Voilà, donc ces images-là vous montrent un petit peu le résultat de cette maquette, donc qui mêle des éléments de maquette vraiment, de bâtiment, des éléments qui évoquent la maquette, avec des vidéos prises sur place, avec des éléments techniques, de la terre, du bois qui a été récupéré là-bas aussi, avec donc du dessin, des enregistrements sonores, et surtout quelque chose qui est une manière de présenter le village. Donc pour nous c'est important parce que on n'a jamais pensé qu'un collectif comme nous sommes, avec des gens qui sont artistes et d'autres pas artistes, pouvait produire des œuvres communes. Et donc là, on a dans ce travail-là, on a une anthropologue qui expose son travail, Alessia de Bias, que vous connaissez peut-être puisqu'elle est assez active dans le champ de l'architecture, qui a ici proposé des cartes de visite de commerce qu'elle avait commencé à rencontrer et à inventorier dans le village. Je pense qu'il y a des images plus en détail, mais elles peinent à arriver. Voilà.
on va peut-être s'arrêter là, peut-être juste dire, parce qu'on le dit chaque fois et pour nous c'est important, que voilà, déjà le livre, que ce collectif il est composé, on s'efforce toujours dans nos groupes d'avoir la parité homme-femme, ça on va dire qu'on se l'impose, mais ce qu'on ne s'impose pas, mais c'est ce qui arrive de fait aussi, c'est qu'il y a une très grande diversité de statuts des personnes qui sont dans ce collectif. Il y a une grande diversité de générations. Nous avions Marcel Dinaé qui a plus de 75 ans maintenant et une jeune étudiante qui sortait de l'école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, Camille Varenne, qui en avait moins de 25. Que ces gens collaborent. C'est-à-dire que nous n'incitons pas ça, donc il y a des collaborations qui se font entre ces différentes générations, ce qui est très rare dans le champ de l'art finalement. Et puis aussi des différences de notoriété entre quelqu'un comme, je sais pas, Valérie Jouve, Kader Attia, Stéphane Tidet, et d'autres qui sortent des écoles, ou d'autres qui ont une activité artistique, on va dire, plus modeste au regard de leur activité scientifique, pardon. C'est quelque chose qui nous permet de réunir des personnes qui ne sont... qui se confrontent pas souvent les uns aux autres et qui engagent aussi une manière différente de faire des œuvres. C'est-à-dire que évidemment, on ne peut pas prétendre accompagner une carrière. Et c'est justement ce point-là qui intéresse les artistes qui maintenant nous sollicitent ou qui restent avec nous dans les actions collectives. Écoutez, Françoise et Eric, merci beaucoup.